Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Les Camerounais ont dit non à Maurice Kamto. Le peuple camerounais, dans sa totalité, a refusé de répondre à l'appel à l'insurrection lancé par Maurice Kamto. C'est aussi un message fort que le peuple camerounais a voulu envoyer en direction de la communauté internationale. Maurice Kamto ne représente rien aux yeux des Camerounais, et son impopularité va exponentiellement croissant au fil des jours. C'est du moins l'essentiel à retenir de l'échec cuisant de cette marche insurrectionnelle organisée par Maurice Kamto. Cependant, de nombreux analystes sont revenus sur cet échec cuisant en vue de livrer leurs commentaires. Suivons maintenant le décryptage de cet échec cuisant par nos différents panélistes. Suivons. Sur les mécanismes, toujours Célestin Djamène, est-ce qu'on doit subordonner que le fait qu'on ait eu à manipuler des images, pas moins de 3 ou 4, pour faire croire que la marche a véritablement eu lieu, est-ce que cela faisait partie aussi de la stratégie du MRC? Vous avez dit que je ne suis pas mandaté pour la MRC. Mais je peux vous répondre. C'est une analyse. Je pose la question à un homme politique. Je ne vais pas me dérober. C'est clair que quand la réalité vous échappe, vous essayez d'inventer un monde fantasmagorique. J'ai vu au moins 4 fake vidéos hier. Pourquoi? Parce que la réalité les a subjugués. Ils ne s'attendaient pas à un flop aussi partant. C'est la raison pour laquelle on est allé exhumer des vidéos de 2017 pour faire croire, alors que nous sommes à Douala, on est au Cameroun, qu'il y a eu des marches. Je rappelle que l'hypocrisie a des courtes jambes. Parce que... Et le mensonge. Et le mensonge aussi, ça va de soi, ils sont souvent frères jumeaux. Donc, c'est pour dire que, en vérité, quand on a envie de changer vraiment les choses, on ne peut pas organiser une marche pour chasser un président de la République. Ce n'est plus une marche. Chasser un chef d'État, c'est une révolution qui, par nature, ne se prévoit pas. La marche, c'est la marche. Et c'est l'occasion pour moi de dire que il y a des textes dans notre pays qui encadrent les manifestations publiques. Comme l'a dit le président Anissé Kane, on est pour la liberté fondamentale. C'est-à-dire que depuis 1990, donc depuis 30 ans, on est passé du régime de l'autorisation au régime de la déclaration. Par conséquent, évidemment, les préfets ont toujours l'arme du motif. Trouble à l'ordre public. Trouble à l'ordre public. C'est vrai. Mais néanmoins, le cadre juridique est là. Maintenant, descendre ou appeler à chasser un président de la République, écrire une lettre, une déclaration avec motif, chasser le président de la République, le soumettre à un préfet nommé par le même président, je me pose la question, est-ce qu'il y a une cohérence dans tout ça? Parce qu'en vérité, ce préfet qui est nommé par le président, il ne peut pas autoriser qu'on chasse son boss. Donc, en vérité, hormis cette parenthèse, je suis en train de dire qu'il faut arrêter la prestidigitation politique. Les Camerounais, vous savez, en 1974, il y a eu un match de football. Il y avait un pays africain représenté à la Coupe du Monde. C'était le Zaïre à l'époque. Ils ont pris, je crois, 14-0. Non, 9-0 face à la Yougoslavie. Alors, vous voyez les conséquences terribles de l'impréparation. Quand on arrive en politique, on apprend d'abord. On apprend. La politique, c'est peut-être pas un métier dans le sens conventionnel du terme, mais c'est une vocation, mais il a ses us et ses coutumes. C'est une école. On ne se lève pas un matin pour chasser contre la vie du peuple un président de la République. Parce que le boomerang, c'est une bouffée d'humiliation contre ceux qui ont prétendu chasser le président de la République. Et du coup, le discrédit se jette fatalement sur ceux qui l'ont organisé. Regardez par exemple, je vois des gens s'agiter. On va amplier, comme l'a dit Rifoué, n'est-ce pas, à M. Thibault Nadji, à l'ambassadeur de tel. Non, le Cameroun se libérera comme les Africains se libéreront par eux-mêmes. Une liberté octroyée est une liberté contrôlée. Je ne peux pas vous donner votre liberté et m'en défaire. Je vous contrôle, monsieur. Nous ne voulons plus d'ampliation vers les ambassades et les chancelleries. Donc les Camerounais sont des grands enfants incapables de se libérer par eux-mêmes. Si besoin de libération, il y a. C'est ça que ça veut dire. Il faut que les gens arrêtent avec ça. Il faut amener les Africains à comprendre que d'autres nations sont libérées par eux-mêmes. Les États-Unis,
la France, l'Angleterre. Quand vous regardez la déclaration d'indépendance des États-Unis, eh bien, ces Britanniques, dans les colonies américaines, ont dit à la reine Victoria que la colonisation s'est terminée. Nous sommes Américains à partir de maintenant. Ils se sont libérés par eux-mêmes. Les Africains doivent faire de même. On ne peut pas faire une demande de libération en tendant la main aux impérialistes occidentaux. Je veux dire par là que la liberté n'est jamais digne quand elle vient des autres. La vraie liberté qu'on savoure, le champagne qu'on fait sauter, c'est le travail que nous avons conquis, la liberté qu'on a conquise par nous-mêmes. C'est ça qu'il faut enseigner aux Camerounais. Pas des ampliations absconnes à la communauté internationale, qui n'a que ses intérêts en Afrique. On sait à quel point l'Afrique est un appât pour eux, est un vivier de matières premières pour eux. Donc ils vont cohabiter pour chercher ce qu'ils veulent. Donc moi je dis qu'un dirigeant politique sérieux doit d'abord mettre un accent majeur sur l'éducation du peuple. Que pensez-vous que l'UPC faisait à l'époque? Pourquoi mettait-il autant d'accent sur la formation politique? Parce qu'ils savent que quelqu'un qui manque de formation, qu'un citoyen qui manque de formation, mais c'est un citoyen qui est livré, n'est-ce pas, à la vindicte, qui est livré à tous les prédateurs possibles. Les manipulations. À toutes les manipulations, merci Président. Donc c'est pour dire que ce travail-là est essentiel. Et c'est ce qui manque le plus au MRC? C'est ce qui manque le plus dans les partis politiques. Non, Même l'UPC, non. L'UPC manitaire, mais essaie de faire ce qu'il peut. Mais c'est pour dire que aujourd'hui, quand je fais référence... Quel résultat mais justement, il se pose la question juste. Les résultats, à l'évidence, si elle recherchait le renversement du système actuel, il n'est pas atteint, puisque l'évidence... Non, vous avez les partis de l'opposition ont une culture démocratique, ils sont formés. Justement, pour quels résultats ceux-là sont formés, justement, aujourd'hui? Mais je dis que justement, il y a un déficit de formation. Ah, d'accord. Je dis justement qu'il y a un déficit... Non, non, pas du tout. Pas du tout. Non, j'ai la parole. Je dis simplement qu'il y a un déficit criard de formation politique. Or, justement, les gens viennent prendre leur carte de parti parce qu'ils aiment un leader. Un gourou. Non, je n'ai pas dit gourou. Moi, Il a dit leader. Il a dit leader. Il a dit leader. Voilà. Moi, le mien, c'est gourou. Parce qu'on aime un leader. Non, la politique, ce n'est pas l'amour. L'amour, c'est ce qui doit le désir, la motivation, c'est ce qui vous amène à adhérer en politique. Mais une fois que vous y êtes, il y a des règles pour le changement. Quand on a un projet politique, quand on a un programme politique, on doit l'afficher au devant des Camerounais qui doivent juger en comparaison d'autres projets politiques si c'est le meilleur ou pas. Donc, je suis en train de dire qu'au XXIe siècle, il est impensable de penser, de croire que on va conquérir le pouvoir contre les gens qui, visiblement, les Camerounais. Regardez, l'économie camerounaise est à plus de 80% dans l'informel. Si les gens ont le sentiment qu'ils n'ont pas faim, qu'ils se débrouillent toujours, que tout va, ils n'ont pas le sentiment qu'ils sont à bout. Mais vous ne pouvez pas fixer une date de révolution pour eux. Vous ne ferez pas le bonheur contre eux-mêmes. Quand les Camerounais, vous parlez de manière un peu triviale, deviendront entre guillemets fous, je vous assure qu'ils se lèveront sans prévenir personne. Yaoundé respire, le Cameroun vit, le chaos n'a pas eu lieu ce 22 septembre 2020. La capitale, à défaut de sa grande effervescence, a connu une journée tout à fait normale dans les administrations comme les marchés et, en un mot, dans les lieux publics. Voici Yaoundé qui chante au cœur de septembre, Daniel Menanga. Yaoundé, ce mardi après-midi, 23 degrés Celsius, précipitations en vue, météo d'une journée de septembre quoi. C'est une ambiance régulière comme tous les jours ouvrables. Vous avez vu, chacun est à son poste. Il n'y a rien à signaler particulièrement du point de vue administratif, le travail continue. Vous avez des gens comme quand on les arrête, ils pissent dans le caleçon. Ils pissent dans le caleçon. C'est le même qui a dit, on l'a arrêté. Il pisse. Certainement, le très grand professeur Maurice Kamto n'était pas prêt à revivre cela ce mardi 22 septembre, tout comme ses autres leaders. Ils sont restés chez eux, croyant que le peuple allait faire le sale boulot à leur place. Mais les Camerounais ont dit non. Les marches dites pacifiques, organisées par le MRC et ses alliés, ont donc essuyé un échec cuisant au Cameroun. Yaoundé, Douala, Bafoussam ainsi que toutes les autres villes du Cameroun ont observé une accalmie sociale habituelle des jours ordinaires
au détriment de l'incitation à la haine et l'hostilité à la patrie. Au terme de ce 22 septembre 2020, Maurice Kamto devrait comprendre que les Camerounais ne sont plus dupes. Ils savent désormais lire les intentions malveillantes et malsaines des assoiffés du pouvoir. Pour certains, le leader du MRC, adulé sur les réseaux sociaux par des faux profils, est un illusionniste de la politique sans épaisseur. Habitué à dire une chose et son contraire, il a découvert que la réalité sur le terrain politique est tout autre. Même les 14% de suffrages remportés lors de la dernière élection présidentielle n'ont accordé la moindre importance à son mot d'ordre. Pour d'autres observateurs politiques, le pétard mouillé de ce 22 septembre 2020 est d'une preuve par 10 que le MRC et son leader ne représentent plus rien au Cameroun. D'ailleurs, depuis hier, ils ont tous disparu de la circulation et dans un silence légendaire. Dans la foulée de cette démarche insurrectionnelle, les forces de défense et de sécurité ont pu mettre la main sur une bande de 34 individus dissimulés, infiltrés et postés à des coins stratégiques de la ville de Yaoundé. Des individus armés qui devaient constituer des foyers de tension et de déclenchement des exactions et troubles pour les attribuer par la suite aux forces de défense et de sécurité camerounaises. Objectif, justifier l'objet des différentes plaintes à l'international. Malheureusement pour lui et ses brebis égarées, il n'en sera rien. Maurice Kamto n'aura récolté que le rejet du peuple, le mépris et l'indifférence. Pendant que Paul Biya, adulé par le peuple camerounais, est toujours resté debout, droit dans ses bottes et chaugard. Le pasteur Dionedor Kandem invite Maurice Kamto à quitter la politique le plus tôt possible. Suivons. J'ai dit que l'histoire de la marche de Kamto, du MSC et de tous les partis alliés là allait finir par une catastrophe. Je l'ai dit le lundi. Un jour après, je viens vous dire que j'avais raison. Donc, dites à Papa Kamto d'aller gagner les procès, de se concentrer sur juridiction et d'aller gagner. Politique là, c'est bizarre. Politique, s'il était malien ou burkinabé ou bien équato-guinéen ou alors ivoirien, peut-être ça pouvait marcher. Mais pas Paul Biya, mon frère. Laisse le papa tranquille. Dieu lui a donné la chose là. Vous voulez, vous ne voulez pas. Dieu lui a donné la chose là. Faites tout ce que vous voulez, vous allez renforcer son pouvoir. Et si vous continuez comme ça, MSC, si vous continuez comme ça, Paul Biya sera encore président à la prochaine candidature. C'est-à-dire que lorsqu'il y aura la prochaine élection, le papa Biya va encore gagner. Donc, vous êtes en train de travailler, je ne sais pas si c'est pour papa Biya ou pour qui, je ne sais pas. Parce qu'à la lutte où vous êtes en train de fonctionner, vous êtes en train de mettre quelque chose que je ne comprends pas. Priez, faire comme Kamden, ça ne va pas où tu piames. Tu pries, tu dis que Seigneur visite le Cameroun. Si tu crois que tu es trop fort, ne reste pas sur Facebook, va marcher avec les gens qui marchent. Tu comprendras pourquoi beaucoup n'a pas S. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, que Dieu vous bénisse. Général Kamden Dionedor Nunga Bichou. Je vous l'ai dit, la thématique va être essentiellement axée autour de cet appel à la mobilisation qui a retenu les attentions à travers le triangle national pour ce 22 septembre 2020 et ce mardi. Nous allons rester essentiellement consacrés autour de cette problématique-là avec nos invités. Ils sont 4 à nous accompagner encore ce soir dans le cadre de ce programme. Et parmi nos invités, le représentant du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, Bédi Moko est l'un de nos invités ce soir et avec lui, nous ne manquerons pas de faire le tour de la question dans le cadre de cette émission. Bédi Moko, bonsoir. Bonsoir Frédéric et merci de me recevoir sur votre plateau ce soir. Bonsoir à tous les autres panélistes et à vos nombreux téléspectateurs. C'est LTN qui est honoré de vous savoir au rendez-vous du débat sur la télévision du monde. Nous sommes honorés, nous aussi, chaque fois que nous sommes invités. Vous savez, nous, au Manidem, nous nous faisons un devoir de venir expliquer aux populations la chose politique telle qu'elle se passe dans notre pays. Et nous savons que nous avons affaire parce que le problème, c'est justement la conscientisation des masses qui sont très souvent manipulées. Et à cause de cette manipulation-là, nous avons les résultats que nous obtenons aujourd'hui.
Merci à vous, Bézimoko, d'être avec nous ce soir. Un autre acteur qui nous accompagnera, il nous vient de la société civile, notamment Sylvain Tchokoga, président de Anoul Cameroun. Bonsoir à vous, Sylvain. Merci, bonsoir Frédéric Moutomé, bonsoir à l'ensemble de vos téléspectateurs et à l'ensemble des téléspectateurs de LTM ce soir. Il est important de rappeler que c'est avec plaisir qu'Anoul Cameroun prend la parole ce soir après ce dont nous avons reçu comme intitulé cette émission pour dire que en réalité nous devions nous inscrire en tout cas beaucoup plus dans un pays où nous pensons aux autres et que nous pensons aux autres et principalement pas à nous-mêmes. Le ciel est bleu parce que le Merci à vous, mesdames, messieurs. Merci surtout à vous, Sylvain Tchokoga, nous accompagner encore ce soir dans le cadre de cette émission. Deux autres acteurs politiques vont nous accompagner, notamment le représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui est avec nous dans le cadre de cette émission ce soir. Jean-Claude Fils Youf est le représentant de cette formation politique dans le cadre de cette émission ce soir. Jean-Claude, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Frédéric. Bonsoir à l'ensemble des copanélistes et bonsoir à vos millions de téléspectateurs. C'est toujours un plaisir de savoir au rendez-vous de toute la télévision du monde. C'est toujours un plaisir d'inviter les RDPC sur votre plateau. Alors, juste à votre droite, notre consultant permanent qui est déjà fortement réclamé. Abel, bonsoir. Merci encore d'être du rendez-vous. Merci de me donner à l'orée d'une journée qui restera riche de grands symboles, l'opportunité de remercier une fois de plus les acteurs politiques qui ont eu le courage de faire en sorte que cette journée soit un grand moment inédit. Parce que c'est pour la première fois que nous avons dans la famille globale de l'opposition une rupture avec les pratiques d'hypocrisie où habituellement un acteur politique faisait ce qu'il voulait et les autres acteurs politiques, au nom de la solidarité malsaine, même s'ils n'étaient pas d'accord, ne disaient rien. Pour la première fois, les acteurs politiques ont décidé de dire qui ne sont pas d'accord et il y a eu deux camps. Merci et beaucoup. notre camp vient de gagner. Merci beaucoup à vous, Abel et Limbelobe. Je rappelle que nous pourrons avoir en ligne un des représentants du mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le MRC, qui a obtenu, il faut le dire, l'aval du Sénacom, qui est la cellule nationale de communication du MRC. En quelques mois, on pourra peut-être avoir la réaction de cette formation politique au cœur de cette mobilisation de ce mardi à travers le Cameroun. Et Abel, première attitude, première réaction à la suite ou à la fin de cette journée, on a envie de la qualifier de folle, mais une journée quand même qui a connu des remous ça et là. Non, c'est une journée pour une marche aussi tonitruante prévue. C'est une journée qui est un grand échec pour M. Kamto, dont je voudrais croire qu'il va tirer une première leçon. J'ai ici quelques éléments qui me déterminent dans ma réflexion. Dans le département du Vouri en 2018, à l'occasion de l'élection présidentielle, il y a eu 157 336 personnes qui sont sorties voter pour M. Kamto. Il y avait les policiers dans les centres de vote, il y avait les patrouilles de police dans la ville. Vous savez qu'il n'y a aucun centre de vote où il n'y a pas un petit détachement des forces de l'ordre. Mais avec ce décor, il y a eu 157 000 personnes qui sont sorties des maisons pour donner leur suffrage à M. Maurice Kamto. Et grâce à ça, alors que dans le monde, M. Kamto n'a eu que 34 000 voix, dans le CAM, il a eu 1600 voix, dans la Sanaga maritime, 2666 voix. Les voix du Vouri lui ont permis au total d'avoir 195 843 personnes qui sont sorties pour sa cause. Aujourd'hui, nous avons vu dans la ville, dans les deux points essentiels, à Dokoti et à Ange Raphaël,
à peine une cinquantaine de personnes. Un peu plus d'une cinquantaine. On a disons même ça. Autour de 1000 personnes à peu près. Disons même 1000, si vous voulez. Qu'est-ce que ça représente par rapport à 157 000 personnes qui étaient sorties aux élections présidentielles pour lui? Je pense que si j'étais à la place de Maurice Kamto, à la suite de l'appel à mobilisation et de tous les tintamars que ses disciples ont pu organiser dans les réseaux sociaux, s'il n'y a que 1000 personnes qui sortent, alors qu'à l'occasion des élections, il y a 157 000 personnes qui sont sorties, je préférerais m'investir pour la cause démocratique et la lutte purement démocratique, qui se distingue à tous les points de vue d'une démarche de type insurrectionnel. Donc, c'est la première leçon que cette journée nous apprend. Qu'il est possible que les forces de changement mobilisent plus à l'occasion des élections qu'à l'occasion des marches. Ça, c'est ce que les gens doivent retenir comme première conclusion. Tous ces petits disciples, apprentis, sorciers, les nicheux, etc., doivent savoir dorénavant que le peuple est susceptible de sortir pour aller vous donner des suffrages plutôt que de sortir pour aller braver les interdictions. D'accord. Alors, Sylvain Chokoga, vous êtes de la société civile, vous observez cette classe politique, cette société politique camerounaise aujourd'hui, et un appel à la manifestation, à la mobilisation a été convoqué et appelé par le MRC. Doit-on pouvoir se réjouir de ce qui a été observé sur le terrain à cette heure de la journée? Oui, au-delà de tout, Fédéric Moutomé, permettez-moi de dire qu'en réalité, marcher au-delà de tout ce que nous avons suivi dans notre pays depuis plusieurs semaines maintenant est un droit constitutionnel. Au-delà d'être un droit constitutionnel, c'est un besoin naturel. Quand j'ai fini de dire ça, je vais vous dire que une journée comme celle-ci a permis aux Camerounais de se mettre en ordre, de se poser la question, est-ce que nous sommes pour une république qui est révolutionnaire ou alors une république qui s'inscrit dans l'ordre normal de ce qu'on appelle dans le système démocratique le choix des électeurs, le choix des représentants par la majorité pour parler des urnes. Je vais conclure en disant, en réalité, on a vécu une journée, certes, dont on est loin de dire que cette journée est passée inaperçue, parce qu'il faut être honnête et dire que Douala, au-delà de la mobilisation, a quand même eu une particularité aujourd'hui d'être une ville silencieuse. Au-delà de ce qu'on sait de Douala, au-delà de ce qu'on connaît de Douala, c'est une ville qui fait parler d'elle, c'est à travers les grands embouteillages, à travers tout ce qu'on connaît en termes de mobilisation spontanée des populations dans les rues, mais on n'en a pas eu cela aujourd'hui. Ceci, à cause de quoi? À cause du fait que aujourd'hui, il y a une peur qui est manifestement ancrée dans la population ou alors dans la population camerounaise, au point où aujourd'hui, elle est incapable d'exprimer ses frustrations au grand jour. La conséquence directe, c'est quoi? C'est que en réalité, les acteurs politiques, globalement, il faut le dire clairement, aujourd'hui, sont perdants. Toutes les parties confondues. Parce que si nous sommes d'accord que marcher est un droit constitutionnel, nous devons être d'accord que ceux qui sont d'accord au même moment que les frustrations au Cameroun sont énormes, que tout ce qui est revendiqué aujourd'hui sur l'ensemble du territoire en termes
de gouvernance sociale peut, d'une manière ou d'une autre, appeler les Camerounais à se poser la question: pourquoi sommes-nous silencieux jusqu'à ce niveau? D'accord, alors on va prendre, si vous le permettez, l'avis de Maître Richard Tamfou, qui est le commis du MRC. Il est au téléphone. J'espère que la technique est calée pour pouvoir rentrer pleinement dans cette émission. Donner la parole aux deux autres acteurs sur le plateau. Maître Tamfou, bonsoir. Merci de nous accorder ces quelques minutes avec vous. On va faire rapidement le point de ce qui se passe en journée. Est-ce que vous pouvez vous sentir ou alors vous dire satisfait de la mobilisation qui a été observée ce 22 septembre? Allô? Maître Tamfou? Est-ce que nous avons Maître Tamfou au téléphone, s'il vous plaît? Alors, le temps de caler Maître Tamfou rapidement, on va prendre la réaction de Bédimokwo sur la journée. Peut-on considérer ce 22 septembre comme étant une journée mémorable pour le Cameroun? Vous y allez fort quand vous parlez de mémoire. On trouve le superlatif ou le qualificatif qui sied selon ce qu'on a observé sur le terrain. Nous avons, Manidem, fait notre lecture de la situation depuis l'appel de cette manifestation. Nous avons fait une analyse et je pense que les résultats ont été exactement ce que nous avons vu au départ. Cette manifestation, bon, si je suppose qu'elle s'inscrit dans le cadre d'une certaine révolution, parce que j'ai entendu le mot tout à l'heure, je vous dirais que les révolutions, nous savons ce que c'est, parce que nous sommes un parti révolutionnaire. Je suis militant d'un parti révolutionnaire et nous avons eu une formation politique qui nous apprend ce que c'est que la révolution. La révolution, c'est quelque chose qui intervient dans le processus de libération d'un peuple. Très souvent, quand on n'arrive pas à faire changer les choses par la voie démocratique, par les urnes ou quoi que ce soit, il est normal et légitime même qu'un peuple en arrive à faire la révolution. Mais cette révolution, c'est une construction. Cette révolution n'est pas un gadget qu'on va prendre quelque part et qu'on vient appliquer sans aucune préparation. La révolution se prépare. Et la révolution prend corps dans certaines conditions. C'est parce que nous n'avons pas vu ces conditions réunies que nous avons vu que c'était quelque chose de pas crédible. Nous n'y avons pas cru. Nous savions que nous obtenions les résultats que nous avons obtenus. Pourquoi? Parce que même si les conditions objectives d'une révolution sont en place au Cameroun, nous vivons tous les conditions difficiles de la misère, de la précarité, de la corruption et tout le reste. Ça, c'est des conditions objectives qui peuvent amener un peuple à faire une révolution. Mais à côté de ces conditions objectives, il faut qu'il y ait des conditions subjectives qui encadrent et donnent corps à cette révolution. Et ces conditions, nous ne les voyons pas chez nous. La révolution ou la lutte révolutionnaire n'est pas de l'agitation. C'est une construction lente, comme j'étais en train de le dire. Une construction lente parce que la révolution se met en place par l'adhésion des masses. Ça, c'est l'un des facteurs subjectifs. Un autre facteur subjectif, c'est la vision de ceux qui dirigent la révolution, ou si on peut dire, c'est-à-dire ceux qui encadrent la révolution, doivent avoir une certaine vision pour pouvoir le faire. Mais ce n'est pas ce que nous avons vu chez nous. Nous avons vu plutôt des leaders qui s'autoproclament des messies, des illuminés, et qui caporalisent une frange de la population fanatisée. Et justement, le plus grave est que cette révolution a pour mobile des supposées frustrations d'une communauté. À partir de là, vous vous êtes déjà mis à dos le reste de la population parce que vous vous prétendez un leader mais qui défend les intérêts d'une communauté. Comment voulez-vous avoir l'adhésion populaire? Vous voyez comment les choses sont faussées dès ce moment-là et la révolution ne peut pas prendre. Ça reste donc une histoire de quelques groupes fanatisés parce qu'ils ont décidé que c'est eux le peuple. On entend ça tous les jours. C'est nous le peuple. C'est nous qui sommes dans le vrai. Et nous avons le droit de pourchasser ceux qui ne pensent pas comme nous. On a vu comment on a pourchassé des artistes même. On a vu comment on tire sur tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Comment voulez-vous mettre en place une révolution à partir de là? Et du coup, une manifestation qu'on appelle comme celle-ci
mais étouffe dans l'eau. Et c'est ce qu'on a vu. Malheureusement, pour nous qui aspirons à un changement véritable dans notre pays, cela renforce le régime en place parce qu'il montre que ceux qui se prétendent les leaders de l'opposition ont des limites énormes et qui se voient sur le terrain chaque fois qu'ils appellent à une révolution ou à un mouvement populaire. Alors le RDPC avait dit non à cet appel à manifestation du 22 septembre, puisque nous sommes à cette journée-là. Aujourd'hui, on peut penser à la lecture que finalement le mode lancé par le RDPC a été suivi. Il a été largement suivi, premièrement, et nous revenons à la genèse de l'appel à cette manifestation qui était appel à l'insurrection et au renversement des institutions. C'est comme ça que vous l'avez appelé au RDPC? C'est pas comme ça que nous l'avons appelé, mais lorsqu'on vous dit que au soir du 22 septembre 2020, le président de la République, son excellence Paul-Biya, ne sera plus à Etoudi. Comment on va appeler ça en français facile? C'est une insurrection. Aujourd'hui, grâce à la maturité de la population camerounaise, le président de la République, son excellence Paul-Biya à Etoudi, est en train de donner le cap sur le déploiement et la mise en œuvre de son projet de société qu'il a donc présenté au peuple camerounais lors du dernier scrutin de l'élection présidentielle. Ça, c'est un premier renseignement très important. Parce qu'en réalité, on est en train de parler ici aujourd'hui, les uns les autres sont en train de dire la marche. Mais c'était d'abord l'appel à l'insurrection, au renversement des institutions de la République. Ça, c'est une première leçon. La deuxième leçon est que la population n'a pas adhéré tel que M. Abel et Louis Nobel le disaient. Et on se pose bel et bien la question de savoir quel est véritablement l'impact populaire et la capacité du leader politique du MRC à pouvoir réellement enragler les foules et à mettre en application dans la réelle politique ses idées. Alors vous voyez qu'il est obligé d'être tout simplement orienté vers les réseaux sociaux ou bien rester dans les phases d'insurrection ou de la distraction populaire. Nous, le Cameroun vient d'envoyer également un signal à la communauté internationale et au reste du monde. Je salue ici le comportement exemplaire de nos forces de maintien de l'ordre. Nos forces de maintien de l'ordre ont encadré les manifestants. Nos forces de maintien de l'ordre ont encadré, oui, parce qu'en réalité, ils ont d'abord pu marcher. Donc, ça voulait dire que la marche a été encadrée. Mais maintenant, à un moment donné, il fallait continuer à les contenir et qu'ils restent bel et bien contenus dans les lieux, les itinéraires identifiés et indiqués. À partir de ce moment-là, ils ont fait usage des canons à eau. Vous avez marché, Jean-Claude? Ils ont fait usage des canons à eau et des armes conventionnelles dans c'est-à-dire les bombes lacrymogènes et tout. Donc ce qui voulait dire qu'ici, nous sortons d'une marche qui était à l'appel à l'insurrection, au renversement des institutions, où tout le monde disait le pays est tellement militarisé aujourd'hui. Les uns et les autres se sont réveillés à Yaoundé, constatant que la ville n'était pas militarisée. Où étaient donc tous ces gens qui étaient en train de raconter ce qu'il ne fallait pas raconter? Donc je salue ici nos forces de maintien de l'ordre qui jusqu'au bout ont su encadrer et disperser les manifestants qui sont rentrés bel et bien chez eux. Et tous ceux qui ont été interpellés et dont il n'y avait pas réellement de véritable grief à les poursuivre ont été bel et bien libérés, y compris même ceux qui ont été présentés comme des journalistes. Donc ici, c'est l'exemplarité de nos forces de maintien de l'ordre. Et nous disons également une autre chose, et c'est ça qui rejoint aussi l'idée de M. Bedimo, que lorsque on nous dit qu'on a fait appel à l'insurrection et au renversement des institutions de la République sur l'ensemble du territoire, mais on constate tout simplement que 2 carrefours dans la ville de Douala étaient concernés, et directement on se déporte dans certaines villes de la région de l'Ouest, il y a de quoi quand même s'interroger sur le caractère de la proximité sociologique. Et de dire que, mais pourquoi n'a-t-on pas pu
pouvoir se déporter dans d'autres régions. À partir de ce moment-là, on s'interroge bel et bien sur le caractère sociologique, la possibilité sociologique de ce parti-là. Alors, avec qu'est-ce qui peut justifier que malheureusement, Douala, la pondeuse, ne se soit pas embrasée? C'est une très bonne question d'ailleurs. Je n'oublierai pas de répondre. Répondez d'abord à la question. Non. S'il vous plaît. Ce que je vais dire, il y aura évidemment la réponse. Merci. Je voudrais dire à Sylvain Tchokoga, lui demander pourquoi vous vous présentez, pourquoi vous vous donnez tant aussi facilement la liberté d'être dans la tête du peuple. Quelle est cette tournure de l'esprit qui veut que vous lisez les agissements du peuple en lui refusant de faire autre chose que ce que vous voulez? Des individus appellent le peuple à marcher. Ils vocifèrent, ils parlent, ils créent un sentiment de terreur. Et vous dites au peuple, pourquoi tu es resté à la maison? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le peuple réagit par rapport à l'idée qu'il a du bien fondé des sollicitations que vous lui adressez. Vous lui adressez une sollicitation pour aller renverser quelqu'un que lui il a mis là. Et c'est ça, monsieur Frédéric Moutoumé, la dérive dont parle le premier président de la Cour suprême. C'est-à-dire, les gens ont des actes manifestement illégaux et liberticides, qu'ils prétendent que ces actes tirent leur source dans les libertés. Vous avez entendu Tchokoga dire la liberté de manifester. Il n'y a pas de liberté de manifester. Peut-être dans votre tête. Au Cameroun, il y a la liberté d'expression, la liberté de presse, la liberté syndicale, la liberté de communication, la liberté de grève, sous garantie par la loi. Si vous oubliez de le dire, vous êtes dans la manipulation. La constitution du Cameroun n'admet la seule chose, la seule fois que la constitution du Cameroun n'assujettit la liberté à la loi, c'est pour le culte. C'est écrit noir sur blanc. Je vous dis ça. On vous dit que... Très rapidement, s'il vous plaît. Oui, oui, oui. La liberté de culte et le libre exercice des pratiques sont garantis. Point. Le constituant a mis la point. Il n'a pas assorti ça à une condition. C'est la seule liberté. Et immédiatement après, le constituant dit que la liberté de communication, la liberté d'expression, la liberté de presse, la liberté d'association, la liberté syndicale, le droit de grève sont garantis dans les conditions fixées par la loi. Tous ceux qui enlèvent ce principe de conditionnalité sont des manipulateurs. Ils veulent faire croire qu'on est en train de les empêcher de jouir d'une liberté. Quand j'ai fini donc de préciser ça, quand j'ai fini de préciser ça, je reviens demander aux hommes politiques d'être humbles. Soyons humbles. Vous avez vos agrégations. Les uns ont des agrégations sans les bacs. Les autres sont des capacités. Ils ont ci, ils ont ça. Soyez humbles. Sachez que quand vous demandez au peuple de faire quelque chose, il peut refuser. Il peut refuser. Mais pourquoi le peuple de Douala, lui, il a refusé le peuple pratiquement du Cameroun dans... Je vous donne donc le comportement spécieux des manipulateurs. Douala, c'est une ville. Il peut même y avoir des manifestations. On n'avait pas appelé la manifestation à Douala seulement. Ce monsieur a appelé la manifestation dans tout le Cameroun. Oui. Il y en a eu à Dibobari. Vous êtes journaliste, vous avez appris qu'à Ewodi, dans le camp, les gens ne sont pas allés pêcher.
Vous avez appris que dans la Sanaga maritime, à Ndom, à Nyanon, à Pouma, à Ngbe, à Malimba, à Dibamba, les gens ne doivent pas dormir parce que M. Maurice Kamto veut prendre le pouvoir. Les gens n'ont pas fait fi de ça, ça n'a pas intéressé leur vie. Ils sont allés s'occuper de leurs affaires. Vous venez regarder la manifestation sur le prisonnier de Douala. Et ici à côté, en Banga, vous avez appris que les gens ne dormaient pas là-bas. À Mombo, partout. Les gens sont allés en garde de la l'extrême nord. Pourquoi vous ne demandez pas ce qui s'est passé à Yagua? Vous regardez Douala. Eh bien, vous êtes en droit de regarder Douala. Parce que Douala, elle est la fondeuse. C'est pas parce qu'elle est la fondeuse. C'est parce que comme c'est la seule ville au Cameroun où M. Kamto a gagné l'élection présidentielle, il a tendance à croire que dans leur stratégie de mobilisation, Douala est la plateforme par laquelle il peut passer pour faire une étincelle. C'est d'ailleurs pour ça que les chefs Douala sont montés très vite au créneau pour appeler les populations de Douala à ne pas suivre et à ne pas accepter que la ville de Douala soit le point de départ d'un mouvement illégitime et illégal. Alors, mouvement illégitime, mouvement illégal, est-ce que finalement l'appel ou les raisons de l'appel n'intéressaient véritablement pas les populations à la base, que ce soit les populations de Douala, que ce soit les populations de Nkonsamba, de Bouya, de Bamenda, de Limbe, de Yaoundé même, ou encore de Garoua, où nos reporters nous ont envoyé de manière succincte ce qui s'est passé. Comment peut-on comprendre que cet appel n'ait pas suscité suffisamment d'intérêt? Vous savez, Fédéric Moutomé, l'oratoire de M. Limbilobin n'est pas méconnu du public camerounais. Et je voulais saisir cela pour effectivement indiquer que la capacité de vos documents et les questions de Moutomé sont deux choses. La lecture de vos documents et ces questions, c'est deux choses distinctes. Je vais m'exercer à répondre à cette question que vous venez de me poser en vous disant effectivement que nous sommes dans un pays où des gens ont pris à côté de ce qui est important pour les Camerounais, c'est-à-dire une lecture réaliste, vraie, calquée sur le modèle de vie au quotidien des Camerounais, ont pris sur eux l'avantage ou l'importance de mettre en exergue ce qu'ils sont, leur force, leur galanterie et toute leur bravoure sur le plan linguistique, sur le plan lexical, sur le plan académique et autres, j'en passe. Je veux par là dire essentiellement ceci. Pourquoi les appels à manifester au Cameroun restent lettre morte? Simplement parce que nous sommes dans une république où l'élite comprador est assis sur les Camerounais, dans toutes les 10 régions. Vous avez des acteurs qui s'emploient au quotidien à justifier le fait que si vous ne pouvez rien, si vous ne sortez pas, si vous n'avez pas la capacité de vous exprimer, c'est parce que vous n'êtes rien. Parce qu'ils ont bénéficié en août d'un décret, tout à côté du fait qu'ils se prévalent, le fait d'être leader, élite de ci, acteur politique de ça ou de ce, de quoi on n'en sait pas trop. Mais disons-nous une seule chose, notre pays est aujourd'hui l'exemple des discours que nous écoutons et que nous observons en termes d'écriture dans les journaux et tout ce que nous pouvons lire aujourd'hui en termes d'ouvrages. Vous dites que vous allez questionner l'échec des appels à mobilisation, à manifestation aujourd'hui sur l'ensemble du triangle national. Oui, c'est une réalité. Oui, on en est là. Pourquoi? Parce que chacun dans sa localité, chacun dans son périmètre de pouvoir, ou celui qui a bénéficié soit d'un décret,
ou d'un avantage de X ou de Y est tenu de maintenir ces localités-là dans ce que nous vivons, dans ce que nous voyons, au point où aujourd'hui s'exprimer dans sa localité relève du fait que on est contre le chef, on est contre sa mère, on est contre son père, mais disons-nous une seule chose, si on est enfant, c'est parce qu'on est né d'un père, et si on est père, c'est parce qu'on a été également né d'un autre père. Si on ne peut pas se départir de ces concepts-là et comprendre que ceux qui sont aujourd'hui sont appelés à être demain, et ceux qui sont demain sont appelés à être un autre jour, dont je ne citerai pas peut-être cela, pour dire que en réalité, tout ce que je suis, tout ce que j'écoute de ce qui émaille aujourd'hui autour de la classe politique, des discours politiques, de l'analyse des acteurs politiques, en réalité, contribue et continue de diviser purement et simplement les Camerounais sur une seule chose: comment faire pour nous situer au rang des pays indiqués comme les nôtres aujourd'hui. On a indiqué un pays qui devrait être émergent à l'horizon 2035. Nous sommes sensiblement à moins de 15 ans. Il est impossible, au moment où on vous parle, de donner une évaluation chiffrée sur ce qui devrait être fait, sur ce qui est déjà fait, mais tout ce qui intéresse l'élite, les acteurs politiques, c'est l'élection, c'est leur position de pouvoir et c'est leur confort élitiste. Conséquent de course, tous ces données chiffrées sur un tableau, on va indiquer que la zone CEMAC a fixé en 2025 son émergence. Nous sommes en 2020, il manque 5 ans. Le Cameroun est dans la zone CEMAC. Comment allons-nous faire pour nous situer au bas des tableaux des pays, ou alors dans les tableaux des pays qui peuvent se situer comme des pays émergents dans la zone CEMAC? Alors il y a forcément des problématiques qu'il faut se poser aujourd'hui. Il y a forcément des frustrations, il y a forcément des problématiques qui intéressent, mais pourtant le peuple n'adhère pas. Est-ce parce que les acteurs qui appellent à la mobilisation ne sont pas reconnus comme étant légitimes, ou alors simplement parce que le discours qui est tenu est loin de refléter la réalité sur le terrain? Bien, ceci me permet de faire une certaine pédagogie, parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens se posent des questions aujourd'hui, c'est-à-dire ce soir, pour se demander pourquoi est-ce que le plus grand parti du Cameroun et le plus grand leader politique que le Cameroun n'ait jamais connu n'a pas réussi à faire triompher sa manifestation. Et tout à l'heure, j'ai entendu l'audio, je crois qu'il est un des cadres du MRC Ekanga, qui se posait des questions lui-même, qui se demandait pourquoi est-ce que la mobilisation n'a-t-elle pas pris, alors qu'il a vu à une époque 600 Ben Sikiner courir derrière les envoyés à l'aéroport. Mais où était-il aujourd'hui, et ainsi de suite. Ça prêterait à rire si on ne voulait pas justement faire une pédagogie, parce que nous qui voulons d'une véritable révolution dans ce pays, nous avons ce travail à faire. Tout à l'heure, quand j'ai dit qu'il y a des conditions qui doivent être réunies, ces conditions objectives sont là. Le peuple souffre. Nous avons un régime mauvais. Je ne citerai pas la litanie de nos souffrances, nous les connaissons tous. Mais tant que nous n'avons pas mis en place des conditions subjectives pour conduire cette révolution, elle ne prendra pas. J'ai dit l'une des conditions subjectives, c'est justement la conscientisation des masses, parce que la révolution, c'est la révolution de la masse. Je ne sais pas pourquoi on se demande maintenant pourquoi ça n'a pas pris. C'est tellement évident. Ça n'a pas pris parce que on n'a pas jugé utile de faire d'abord ce travail pédagogique, ce travail sur les masses, d'expliquer exactement aux masses quel est leur problème. Déjà, on biaise le problème. On ne dit pas aux masses qu'en fait, il s'agit d'un problème d'intérêt collectif. Il y a des classes qui souffrent, il y a des classes qui ne souffrent pas. Commencez par dire aux masses que le problème c'est il y a des classes défavorisées qui doivent donc faire la révolution
pour gagner sur les classes qui les oppriment. C'est de ça qu'il s'agit. Alors qu'est-ce qu'on a vu chez nous? On voit des gens dire que là, ils souffrent parce qu'ils sont d'une certaine ethnie et il y a une ethnie qui est au pouvoir qu'il faut renverser. Et dès que cette ethnie est renversée, l'autre ethnie va donc venir prendre le pouvoir et leurs problèmes seront résolus. À partir de là, quel genre de révolution êtes-vous en train de mener? Et on ne devrait pas se tourner qu'il y ait 2 points de la ville qui, comme par hasard, sont habités par une composante sociologique de la population. Nous, on a reçu des vidéos où on dit que voilà, la révolution est en train de prendre au village de Camp et ainsi de suite. Mais c'est de la folie pure et simple, parce que une révolution, quand on fait une révolution, nous on a posé des actes ici. Nous étions en contre-jeune, mais nous avons participé à ces combats de 90-91. On n'a pas fait des marches pour dire que tel doit aller remplacer bien au pouvoir, non. On a dit il y a un régime qu'on peut faire tomber et on voulait quoi? On demandait une conférence nationale souveraine. C'est un mouvement qui a pris dans l'ensemble du pays parce que c'était d'abord un mouvement collectif. C'est un mouvement fait par la quasi-totalité des partis d'opposition de l'époque et a accompagné de la société civile. À ce moment, on avait une société civile qui avait une certaine vision. On n'avait pas ceux qui se désignent maintenant société civile et qui sont les perroquets de ce que la communauté internationale veut leur faire parler. Et là, on a vu comment le mouvement a pris. Et c'est ce mouvement qui a décidé de porter quelqu'un à l'élection de 92. C'est l'inverse qui se produit maintenant. Quelqu'un tombe du ciel, un illuminé, et c'est lui donc qui est ce messie qu'on attendait pour conduire une révolution. Il ne peut pas conduire une révolution tant qu'il n'a pas fait un travail sur les masses pour faire comprendre aux masses quel est le véritable enjeu, quels sont vos intérêts. Et ça échoue encore. Pourquoi? Parce qu'il manque totalement la lecture politique, une analyse politique qui vous permet de comprendre le rapport de force sur le terrain. Quand on peut lire un rapport de force sur le terrain, on n'envoie pas des gens comme ça faire une marche pour faire plaisir à quelques fanatisés tribalistes. Quand on a une lecture politique du terrain, on ne se contente pas de quelques agités qui font des réductions sur Facebook, pensant que c'est donc ça le peuple comme on les désigne. Le résultat, on l'a vu aujourd'hui. Les quelques agités sur Facebook, ils étaient où? Ou les quelques fanatisés qui savent que leurs problèmes vont finir quand le frère du village arrivera au pouvoir. Ceci nous permet au moins de commencer à faire une décantation, parce qu'on verra quel est le problème, mais le combat reste le travail sur le terrain, faire comprendre aux classes défavorisées quel est leur véritable enjeu. Parce que le cloisonnement n'est pas un cloisonnement vertical qui a cette ethnie contre telle autre, c'est un cloisonnement horizontal parce qu'il y a des classes défavorisées en bas et il y a des classes qui les oppriment, qui pillent la fortune du pays, que tout le monde connaît. C'est comme ça que le travail de révolution doit se faire. Ce n'est pas en fanatisant quelques têtes et en jouant sur des supposées frustrations d'une communauté qu'on pense donc pouvoir faire un renversement. Le résultat, c'est vu là. Pourquoi les autres ne se sont pas sentis concernés par cette manifestation d'aujourd'hui? Est-ce que le discours a été davantage fanatisé ou alors simplement les enjeux n'étaient pas suffisamment précisés? Non, mais c'est-à-dire que la population n'a pas adhéré, tout simplement, parce qu'elle ne se retrouvait pas dans le cadre de ce message. Il y a près de 3000 personnes qui se sont retrouvées dans la rue. Ça veut dire qu'il y a quand même une classe de la société camerounaise qui se sent intéressée et impliquée à cet appel à mobilisation. Moi, j'ai vu un certain nombre de concitoyens qui étaient représentés à peu près un train, mais sans locomotive. Où étaient les leaders du MRC? Est-ce que vous avez vu un leader du MRC sur la marché en de côté, où était Monsieur Maurice Kamto, lui-même qui a fait appel à l'insurrection et au renversement des institutions de la République? Où était le professeur Foguet? Et ainsi de suite. Voilà déjà que vous savez très bien que dans le cadre du moral des troupes au niveau de l'armée, lorsque le général ou le commandant des troupes n'est pas là, lui-même ne prend pas les devants pour pouvoir galvaniser ses troupes, il y a découragement. On vous dit le moral est bas, le moral des troupes est bas. Le MRC a présenté un certain nombre de militants aujourd'hui qui étaient dans le cadre des wagons sans locomotive. Ça, c'est une première chose. La deuxième situation est la suivante. L'objet de la marche ou de l'appel à l'insurrection
ou du renversement et du renversement des institutions, n'a pas adhéré. La population, c'est pas ce qu'elle a donné, ou bien c'est pas ce qu'elle attend de ce parti politique. Le Cameroun est clair, les Camerounais sont clairs, ils ont un certain nombre de préoccupations. Le jour où ce parti va commencer réellement à se préoccuper des attentes des populations, ils vont adhérer. Troisième point, et ça c'est pas des moindres, comment voulez-vous que lorsqu'on fait l'appel à l'insurrection et au renversement des institutions de la République sur l'ensemble du territoire, n'ayant pas une couverture nationale de son parti, n'ayant pas des lieutenants, n'ayant pas une implantation du parti, donc c'est-à-dire il a manqué des lieutenants au MRC, et la preuve que le MRC manque de véritables militants et des lieutenants, ils n'ont pas pu avoir un représentant par bureau de vote lors des élections présidentielles, 24 000. Il leur a manqué un représentant par bureau de vote. C'est pour ça qu'ils n'ont jamais pu avoir les procès-verbaux. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la réalité. Ce parti n'est pas encore un parti implanté. Alors à partir de ce moment-là, ils ne peuvent qu'être un parti des réseaux sociaux. Mais à l'extrême nord, au nord et tout, nous commençons à avoir une population qui sait faire la distinction entre la fiction des réseaux sociaux, entre le populisme et la réalité. C'est de ça dont il est question. C'est la somme donc de tous ces éléments qui font en sorte que nous avons vu une saut de marche. Et même le chiffre que vous donnez de 3 000, vous êtes en train largement de les aider parce que nous avons vu. J'ai vu des images et la réalisation va nous permettre de voir que je ne vois même pas 1000 personnes. Je ne vois même pas. Non, de vous à moi. Même la sortie d'un amphithéâtre. Non, ça ne fera pas. On va arriver à vous, s'il vous plaît. Même la sortie à un amphithéâtre dans la faculté des sciences juridiques et politiques vous montre ce qu'on appelle l'effet de foule. C'est pas ce que nous avons vu en Dokoti et en Japel. Ils n'ont pas de militants. La population n'y était pas. Et eux-mêmes n'y étaient pas. Et eux-mêmes n'y croyaient même pas. Mais comment ne pas y croire et lancer un appel à mobilisation? Mais justement, il faut nous prendre une thématique. Demain, nous aurons la nouvelle thématique. Où en est-on avec le hold-up électoral? Où en est-on avec le gré à gré? Où en est-on avec les PV qui sont attendus à l'Union africaine? Où en est-on avec le bus? Où en est-on avec le bilan de la collecte des fonds appelés à générosité de survie? C'est de ça dont il est question. Alors demain, il doit nous prendre quelque chose pour que nous ne puissions pas leur demander un certain nombre de comptes. C'est de ça dont il s'agit. Et ils ne peuvent qu'exister à travers des thématiques. Mais dans le cadre de la réelle politique, nous sommes désolés, ce n'est pas un parti politique. C'est tout sauf fait de la politique. Et je pense même que la fermeté que les autorités camerounaises ont présentée est un signal pour dire à ceux au MRC que si vous continuez comme ça, il y aura un temps où le gouvernement prendra ses responsabilités. On ne peut pas être en train, monsieur Sylvain Tchokoga parle de l'émergence à l'horizon 2035. Quand on parle de l'émergence, il faut avoir un pays stable. Il faudrait que ce qu'on est en train de bâtir ne puisse pas tomber en ruine de par la casse et le vandalisme. Et lorsque vous parlez de l'émergence... C'est depuis combien d'années que le projet, la planification du DSE est mise en œuvre? Monsieur Sylvain Tchokoga. C'est depuis combien d'années? Monsieur Sylvain Tchokoga, je ne sais pas si vous connaissez les contenus pour pouvoir accéder à l'émergence. Parce que lorsqu'on vous dit par exemple que peut-être que ce n'est pas le sujet, monsieur Frédéric, mais il est question ici de dire que et c'est comme ça que les militants du MRC et ses associés nous ont embarqué dans des situations de discussion où on vous avance une thématique, on dit l'émergence. Mais il y a un contenu. Est-ce que le Cameroun n'est-il pas en ordre de marche pour atteindre cette émergence? Quand on vous parle de l'autonomie énergétique, ça voudrait dire le déficit de l'énergie électrique au Cameroun. Quand on vous dit que vous êtes dans le cadre de la marche, la marche apporte les fruits, on en est là. S'il vous plaît, monsieur, on est sur la question de démarche ce soir. Je ne sais pas si vous avez fini. Alors, j'étais donc en train tout simplement de dire que ici, le peuple camerounais a présenté la maturité et continue à démontrer une fois de plus que peut-être même que s'il y a possibilité de regretter, oui, s'il y a possibilité de regretter, ce peuple est en train de dire ils n'ont même pas eu
peut-être qu'ils sont même en train de dire qu'ils n'auraient pas dû voter pour le MRC en 2018. Merci beaucoup à vous, Jean-Claude Youf. Alors, je reviens à vous. Nous avons là la réaction d'un acteur politique de choix. C'est un député à l'Assemblée nationale. Il dit, à la fin de cette manifestation, sa déclaration a été faite à 20h26 minutes précisément. Le peuple vient, une fois de plus, de marquer un point important dans la lutte pour le changement au Cameroun. Qui dit ça? Quel est le député qui dit ça? Il ferait bien de nous expliquer quel est le point qui a été marqué. Il a raison. Il a raison parce que le peuple vient de montrer que tout le monde ne lui parle pas et l'écoute. Le peuple vient de montrer que vos considérations ne sont pas forcément les siennes. C'est ce sens que je reviens une deuxième fois pour interpeller Tchokoga. Je l'ai écouté attentivement pendant qu'il parlait. Je n'ai pas compris de quoi il parle. Vraiment, je n'ai pas... Excuse-moi, avec toute l'amitié que j'ai pour toi, tu venais de parler, ça a été un grand moment que nous avons perdu. Et tu n'as parlé de rien qui concerne cette émission. Tu fais partie des gens qui pensent que quand vous, ou nous, les hommes politiques, nous parlons de quelque chose, c'est forcément bon pour le peuple. Comme j'ai parlé qu'on n'a pas atteint le DSE, ça a raté. C'est bon, le peuple doit me suivre, on doit chasser pour lui. Donc vous pensez que le peuple considère qu'il doit chasser Paul Biya parce que le DSE n'a pas été atteint. Et vous me voyez tel raisonnement. Vous savez, ça c'est... Vous passez tout votre temps à ne pas chercher à comprendre pourquoi nous échouons. Et c'est ça la faiblesse de l'opposition. On échoue, on n'accepte pas qu'on est en train d'échouer. On a un alibi tout trouvé, oh la fraude électorale, on a fait ça. Ça fait 17 échecs. C'est un alibi, Abel. C'est un faux alibi. C'est un alibi des gens à l'esprit primaire, intellectuellement pauvres, qui ne sont pas capables de lire et de chercher. Chercher. Il faut chercher. Vous avez cherché, vous avez trouvé quoi? Ça. C'est les résultats des élections de 2013 dans l'une des plus grandes communes du Cameroun. J'en ai comme ça 3 ou 4 études. Ici, il y a 381 bureaux de vote à Douala 5 en 2013 aux élections municipales. Le RDPC est sorti premier dans 328 bureaux de vote. Le DSE n'est pas atteint, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas le courant, les routes sont gâtées, c'est l'enfer, on est au bord de l'effondrement total. On va aux élections, le RDPC est premier dans 320 000. Tous ces partis qui parlent là, aucun ne s'est assis pour dire amenez-moi un peu les résultats. Qu'est-ce qui se passe? Personne ne cherche à comprendre. Mais quand vous savez que le RDPC est premier dans 328 bureaux de vote sur 381, l'humilité doit conduire aux dirigeants du parti de s'asseoir et de dire qu'est-ce qui explique ce que... Parce que vous êtes en train de parler des choses. Vous croyez que c'est des choses dont vous parlez qui sont les déterminants du vote des électeurs. Les électeurs ne se déterminent pas par rapport aux résultats économiques et sociaux. En l'état actuel des mentalités dans notre pays, ils ne se déterminent. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas l'eau qu'on ne vote pas pour. Ils se déterminent sur quoi? Je t'explique, ils se déterminent sur ce que Bédim était en train de dire. Si votre projet, c'est de chasser les bêtis pour les remplacer par les Bamileke, et très bien, les Douala n'ont rien à voir là-dedans, les Bassa n'ont rien à voir là-dedans, les nordistes n'ont rien à voir dans votre projet, qui est un projet purement fantaisiste, élémentaire, sauvage. Et du coup, vous faites vos appels à manifestation, vos points de départ. Les points de départ de vos manifestations ne sont pas choisis par hasard. C'est Ndokoti, où il y a une concentration qui défie l'imagination
des ressortissants de l'Ouest qui viennent faire des petits. C'est moi qui parle. Non. La tribalisation du débat politique. Oui, mais je ne souhaite pas. Je ne souhaite pas que le débat oui, c'est moi qui parle. Oui, mais le débat ne va pas. Vous savez, moi je suis un fou. On dit que je suis tribaliste. Donc laissez, je fais mon tribalisme. Vous ne ferez pas de tribalisme sur le plateau. Je suis en train de vous dire que ce n'est pas parce que vous cachez ces choses qu'elles ne sont pas les déterminantes. Si vous êtes en train de chercher la vérité, laissez la science parler. Ne faites pas comme au Moyen-Âge où, quand Galilée a dit que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, les gens ont refusé de le voir. Pour voir 30, je ne sais pas combien de siècles après, qu'il avait raison. Les points de départ, les manifestations de Nietzsche, d'abord il faut voir quels sont ceux qui organisent les manifestations. C'est Nietzsche, Bamileke, c'est Canto, Bamileke, c'est eux qui organisent les manifestations. Vous n'avez pas ramené ce débat. Bon, je suis en train d'évoluer dans mon truc. Merci beaucoup. Ils choisissent le point de départ de leurs manifestations dans des endroits où une grande concentration. Pourquoi ils ne sont pas partis lancer cette manifestation-là à Bonaprison? C'est par hasard? C'est par hasard? Pourquoi ils ne partent pas lancer ça à Ndogbati? C'est par hasard? Pourquoi ils ne partent pas lancer la manifestation là à Daïdo? C'est par hasard? C'est parce qu'ils ne s'adressent pas à ces communautés. Ils savent que si vous dites que le point de départ de la manifestation c'est à Daïdo, vous n'aurez aucun curieux qui viendra grandir la troupe de quelques 2 ou 3 mercistes qui vont se trouver là. Pourquoi ils ne partent pas lancer la manifestation là à Bonabou Sadi? Qu'est-ce que vous voulez donc dire? Je veux dire que il y a une tribalisation de la lutte de l'opposition. Depuis, ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est cette tribalisation-là qui a régulièrement fait en sorte que les capacités de mobilisation des leaders qui se replient sur leur groupe ethnique et qui finissent, à tort ou à raison, pensez ou pas ou a priori, à être des gens qui mènent des luttes au profit d'une ethnie contre un autre groupe. Je m'en vais terminer mon propos. Très rapidement. Je m'en vais terminer mon propos en disant que je suis de ceux qui ont souhaité que cette manifestation échoue. Donc vous pouvez vous réjouir aujourd'hui. Très content. Je voudrais féliciter les leaders politiques, comme Anissé Ekane pour le Manidem et bien d'autres, qui ont eu le courage, pour la première fois, c'est pour ça que cette journée est iconoclaste, pour la première fois, de dire que les entreprises politiques qui sont déclarées péremptoirement supérieurs aux autres. Vous avez un parti politique qui n'a pas de conseillers municipaux, qui n'a pas d'élus, qui ne va pas aux élections, qui sur l'échiquier politique est exactement au même point d'égalité que le POUC, le Parti ouvrier unifié du Cameroun, ou bien le FUC, ou bien il y en a à peu près 300 partis comme ça qui n'étaient pas aux élections législatives ni municipales, qui n'ont pas de conseillers. Tous ces partis-là, vous ne leur tendez pas les micros. Normalement, quand le MRC est ici, c'est le POUC qui doit être ici. Or, le MRC est sur tous les plateaux de télévision. Parce que vous avez 2 ou 3 appareils médiatiques qui ont décidé d'instrumentaliser dans le but de forcer toute la nation camerounaise à croire que un parti qui n'a pas d'élu est néanmoins le leader de la vie politique camerounaise. Après, vous vous étonnez que la mobilisation ne prend pas. Vous devez être avec moi, vous devez être de mon côté, pour être fiers que nous avons préparé l'opinion à refuser de répondre à des mots d'ordre mal pensés, mal menés et à la limite à raison de ce manque de suivi du peuple, ce peuple-là s'adresse-t-il aux leaders de l'opposition principalement, puisque c'est l'opposition d'une façon ou d'une autre qui est à la tête de cet appel à mobilisation de ce 22 février? Vous savez, quelque chose me caractérise, c'est l'honnêteté. Parmi des choses que Elie Miloba a évoquées là, il y a ce qui est irréfutable. C'est qu'aujourd'hui, les gens se sont érigés quand il dit qu'il n'a rien suivi de tout ce que j'ai dit ici. Vous n'allez pas revenir là-dessus. Sur un certain nombre de points. J'indique effectivement que des gens se sont érigés en donnant des leçons au peuple
comme si, je ne sais, quand on parle du peuple, finalement, je me suis amusé à poser la question aux acteurs politiques. Finalement, vous parlez de quel peuple? Il y a combien de peuples au Cameroun? Ça, c'est la question qu'il faut désormais que nous, les Camerounais, nous commençons à répondre à cette question. Parce que c'est comme s'il y a le peuple du parti RDPC, le peuple du Manidem, le peuple de l'UPC, le peuple du SIF et du MRC également, et du RDPC. Nous nous posons la question, pourquoi laisser le peuple en bas et s'ériger en donneur de leçons? Qui est ce donneur de leçons? Le donneur de leçons, c'est le leader que vous citez comme les Jean-Michel Nintier aujourd'hui, qui prennent le peuple finalement dans l'étau, et que le peuple soit aujourd'hui, depuis que nous parlons là, y compris les Limbilobé qui évoquent les questions électorales aujourd'hui, ils sortent des élections. Il était conseiller municipal 2 mandats. Qu'est-ce que ce peuple-là, si dans le fond, la question qui est posée aujourd'hui dans le peuple d'en bas, où j'utilise là, c'est que le peuple là finalement a gagné quoi? Le peuple là est situé où? Ceux qui évoquent là aujourd'hui le peuple, Jean-Michel Nintier, tous ceux qui appellent le peuple à marcher, à descendre dans la rue, quels sont les faits, les états d'âme politique qu'on pose sur la table aujourd'hui clairement pour dire que voici ce que nous avons donné au peuple, voici ce que nous avons apporté au peuple, et que voici la ligne directive qu'il faille adopter pour pouvoir apporter une amélioration. Finalement, le peuple désormais, ou alors pas désormais, c'est un vocable connu dans un document d'un écrivain, il me semble, Sédou Amadou, qui a théorisé l'opposition programmée pour échouer. Parce que notre pays, en réalité, on se demande si les acteurs de l'opposition ou alors les acteurs politiques, parce que j'ai eu quelque chose à évoquer sur le thème de cet ouvrage-là, c'est que les acteurs politiques ont pris en otage la population, et chaque fois qu'elle a besoin d'un suffrage, les acteurs politiques, où ils ont besoin d'un suffrage, ils viennent à la conquête de ce suffrage. Une fois passé l'élection, le peuple, la population est délaissée. On revient parce qu'on a besoin, parce qu'on n'a pas pu dealer avec un X ou avec un Y de personnalité de la République. On revient pour vous dire, allez marcher pour bloquer tel, ou pour aller dire que je ne suis pas satisfait. Maintenant, je comprends ce que tu veux dire. En réalité, s'il vous plaît, Abel. Non, Abel. Avant, je ne comprenais pas, mais maintenant, je comprends. Merci de bien comprendre. Abel, merci de il y en a un qui demande 90 millions. Et c'est la même chose comme ça. Donc, je suis donc de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, Fédéric Moutomé, la réalité, je faisais partie de ceux qui ont dit à cette époque que ce mardi est également un jour comme un autre. Hein, en réalité, parce que pour ceux qui sont habitués dans le milieu politique, vous ne pouvez pas vous ériger en donneur d'ordre et de leçons sans toutefois être un exemple et de penser que vous serez suivi comme si vous vous adressez aux moutons. C'est de ça, c'est comme cela qu'on a calqué, on tente de façonner depuis plusieurs années maintenant, depuis 90, avec l'avènement, je ne sais pas si je vais utiliser le multipartisme, bien que on sait que l'UPC et les autres ont existé bien avant. C'est comme ça qu'on a voulu étiqueter la population camerounaise comme une population qui suit les déclarations, au-delà d'être attentif de ceux qu'ils sont eux-mêmes, les décideurs. Ils sont appelés à contrôler, à évaluer le caractère politique
ou les options politiques des acteurs politiques sur la scène. Mais aujourd'hui, on arrive n'importe comment dans l'opposition, on s'érige en donneur d'ordre, on est pris pour le Dieu, on est pris pour le pape, on est pris pour tout ce qu'on écoute aujourd'hui, simplement parce que on se dit, finalement, à la fin, si je réussis à être maire parce que j'ai distribué 50 millions à l'arrondissement de Douala 1er ou à Douala 3e, à Douala 4e, je deviens maire. Et le reste, c'est que ce qui est dangereux là, c'est qu'une fois qu'il est maire ou une fois qu'il est président national d'un parti politique, ce qui vous attend en retour, c'est qu'une fois qu'il sera bloqué, il ne peut pas revenir sur ces 50 millions, il vous appelle à descendre dans la rue, il vous appelle à bloquer la commune, il vous appelle à bloquer l'Assemblée nationale, pour revenir sur ces fonds. C'est cette opposition-là où ce sont ces acteurs politiques qui ont truffé notre scène politique, où l'espace public politique de notre pays, aujourd'hui à ce niveau. Et la population, Frédéric Moutomé, aujourd'hui, elle se pose la question, comment en sortir, comment faire pour en sortir? Parce qu'en réalité, le RDPC n'est pas loin de là, parce que eux, ils se servent de la défaillance de ces acteurs que vous allez citer tout au long de ces nous pour le dire comme ça trivialement, nous allons citer cela tout au long de cette semaine comme des anges du ciel. Pourtant ils ont planifié carrément un business qui est allé exactement échouer là où ils attendaient. Que cela marque la rupture. 90 est très loin de 2020. Aujourd'hui, en 90, très rapidement, tout a déclenché sur une déclaration. On a abouti à des réformes, à un changement de paradigme au niveau de l'ordre gouvernant. Aujourd'hui, on est très loin de cette même logique-là. Oui, les contextes sont forcément différents. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que... Différents, mais peut-être aussi importants. Oui, ces conditions subjectives, elles changent. Elles changent d'une année à l'autre. On a vu en 30 ans, elles sont complètement changées. Je veux partir de ce que Elimbi Zoubé a dit tout à l'heure, puisqu'il a indexé le Manidem et son président, pour dire que le Manidem a clairement pris une position par rapport à cet appel à manifestation. C'est-à-dire, c'est une manifestation que nous n'accompagnerons pas et que nous dénonçons. Pourquoi? Ce n'est pas parce que la tête de Kamto ne nous plaît pas, on n'en a rien à cirer pour parler comme au quartier, mais parce que nous avons fait une lecture politique des choses et nous avons vu que c'est une mobilisation qui était basée sur de fausses bases. Pourquoi? Parce que nous, pendant que nous voulons une conscientisation des masses, nous avons vu une révolution, soi-disant, parce que là, ce n'est pas une véritable révolution, quand elle part sur ce type de base, qui était plutôt sur des bases communautaires ou communautaristes et sectaires. À partir de là, le danger, c'est quoi? Le danger, c'est que ça crée une déstructuration de la société que nous voulons unir pour qu'elle participe donc à une révolution. Quand la société est déconstruite comme ça, on aboutit à quoi? On aboutit à ces replis identitaires que nous observons actuellement, les 10 millions de soucis, la communauté Sawa, la communauté Bassa, et ainsi de suite. Mais c'est pas comme ça qu'on peut construire un pays. Parce que, partir comme ça, on est à une juxtaposition des communautés et qui ne peuvent plus prendre fait et cause pour quelque chose de commun. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus participer à une cause commune. Et voilà le danger de ces acteurs politiques que nous avons eus, c'est-à-dire qui ne servent que les intérêts, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, parce que quand on parle comme ça, on agite cette fibre tribale pour arriver à des fins personnelles. Parce que quand on dit nous de telle région, nous n'avons pas un certain nombre de ministres, nous n'avons pas tel nombre de directeurs généraux, ce n'est pas la cultivatrice ou bien la fille du code appartenant à cette ethnie qui va gagner si un jour cette ethnie a donc un ministre ou un directeur ou quoi que ce soit. Donc vous voyez que c'est une agitation, c'est une manipulation de la petite classe, ce que je l'ai dit tout à l'heure, qui fait que ce petit peuple, cette classe dominée, elle n'a pas conscience de ses véritables intérêts. Donc on la caporalise rapidement
en lui faisant croire que tout se résoudra sur des bases de repli communautaire, que parce que cette ethnie va s'opposer à tel autre, que les choses vont se résoudre. Et c'est le danger que ce type de manifestation, comme ce qu'on a vécu aujourd'hui, c'est le danger que cela représente pour nous qui voulons d'une véritable révolution populaire pour le pays. C'est-à-dire refuser cette manipulation des masses-là, faire prendre conscience aux masses de ce que c'est que leur véritable intérêt. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, le véritable intérêt, c'est un intérêt de classe. Ce n'est pas un intérêt d'une ethnie contre l'autre, c'est un intérêt d'une classe qui est dominée, qui est exploitée par une classe prédatrice qui joue des privilèges du pays au détriment de l'autre. Donc, il faut qu'un travail de fond soit fait si on veut arriver à une véritable révolution dans un pays, un travail de conscientisation des masses. Parce que quand les masses n'ont pas cette masse critique-là de compréhension des enjeux et des phénomènes politiques, elles sont très rapidement embarquées par des problèmes, des illuminés de genre le messie du village est arrivé, il va nous sortir de ce problème-là. Il faut qu'on parte de là absolument si on veut donc un changement de la nature et de la structure réelle de la société dans laquelle nous vivons. En même temps, au regard de la mobilisation qui a été faite des éléments de force de maintien de l'ordre, est-ce que cette mobilisation n'a pas joué en défaveur de l'appel qui a été lancé pour ce 22 septembre? Non, mais je vous dis que c'est d'abord l'objet de la mobilisation. Un objet peut être là, mais on encadre les populations, on encadre les manifestants, encore qu'il n'y a pas eu casse véritablement. Non, mais il n'y a pas eu casse. À voir aussi une chose. Le gouvernement a mené une très très longue et grande campagne de sensibilisation. Les uns et les autres savaient ce que le gouvernement voulait faire, ou bien était à même de pouvoir faire. Et ce qu'il ne voulait pas aussi que les uns et les autres fassent. Donc, nous saluons ici la sensibilisation du gouvernement. Nous avons vu la sortie du ministre de l'administration territoriale, qui a été très claire. Et dans un langage très compréhensible. Particulièrement militaire. Je ne sais pas si c'est particulièrement militaire, mais c'était dans un langage de fermeté, tout simplement. Mais la fermeté dans la sensibilisation. Et nous, et je pense même que lorsqu'on essayait de causer avec nos concitoyens, on constatait qu'ils ont retenu. Ils ont retenu la ruche d'abeilles, ainsi de suite. Donc, c'était des éléments qui étaient très simples, mais très compréhensibles. Nous avons vu la sortie du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, qui lui également a eu à sensibiliser. Nous avons vu la sortie du secrétaire à la communication du comité central du RDPC, le professeur Jacques Famdongo, qui a eu également à sortir. Nous avons eu les sorties du secrétaire général, agent du comité central, le ministre Grégoire Ouna. Donc, ici, la sensibilisation a été très forte. Mais à chaque fois, on rappelait que vous êtes dans la perspective ou dans la logique de l'insurrection. Il faut savoir que si vous allez dans cette logique, vous êtes en marge de la loi, vous tentez de renverser l'institution. Vu comme ça, on a un peu l'impression que à la fois le pouvoir et peut-être le RDPC ont caporalisé le discours pour donner le sentiment que en face, vous aurez droit à une riposte farouche des éléments de force de maintien de l'ordre. La population a retenu trois choses, à mon avis. Un, pour pouvoir, dans un système déclaratif de manifestation, il faudrait que cette manifestation ne puisse pas nuire gravement à l'ordre public. Et ça voudrait dire ici l'objet. Nous avons tous suivi l'appel du président du MRC, M. Maurice Kamto. C'était l'appel à l'insurrection, au renversement des institutions de la République. À partir de ce moment-là, cette population qui a donné donc mandat au président de la République, son excellence Paul Biya, le 7 octobre 2018, mais était tout simplement en train de se poser la question de savoir son vote a été inutile, n'a servi à rien du tout, ou bien est-ce que le président Paul Biya a-t-il fini de mettre en œuvre le projet de société qu'il nous a soumis et dont nous avons validé et adhéré. À partir de ce moment-là, le choix est fait. Donc, peut-être que si j'étais un conseil, s'il écoute même les conseils du président M. Maurice Kamto,
On aurait tout simplement dit, mais il a voulu se rattraper à la fois, mais ce n'était pas ça. Il fallait tout simplement qu'ils redisent, non, ce n'est plus ça, vraiment, on n'est pas ça, on ne va plus marcher pour l'insurrection, on n'est pas là pour le renversement des institutions de la République, on ne marchera même plus. Et n'oublions pas aussi que son appel était pour pouvoir empêcher la prochaine tenue des élections des conseils régionaux du 6 décembre 2020 dont les collèges électoraux ont été appelés par le président de la République. Et ceci pour pouvoir empêcher aux régions du nord-ouest et du sud-ouest d'accéder au statut spécial qui a été accordé par le président de la République lors donc de la mise en œuvre d'une des recommandations phares du Grand Dialogue National. C'est de ça dont il est question. Et lorsqu'il donnait comme préalable qu'il fallait une résolution de la crise du nord-ouest et du sud-ouest, mais la résolution de la crise du nord-ouest et du sud-ouest est la mise en exécution de plusieurs préalables, de plusieurs demandes d'une population, et nous pouvons vous citer la litanie des mesures qui ont déjà été mises en place, y compris maintenant le statut spécial qui va donc être mis en place à travers dans les conseils régionaux. C'est de ça dont il s'agit. Alors, quand on arrive dans une situation d'incongruité, où on dit qu'on voudrait que la crise du Nord-Ouest soit résolue, mais elle va être résolue comment? On n'est pas en train de pouvoir permettre à cette population de se prendre en main sur le plan local, personnel. Donc, c'est de ça dont il s'agit. Et on voit tout simplement un parti politique qui refuse de participer au débat démocratique à travers les urnes et qui voudrait empêcher les autres d'y participer et qui ne voudrait même pas qu'on parle d'une autre forme de gouvernance qu'en dehors de l'organisation d'une élection présidentielle. Est-ce qu'il suffit tout simplement de gagner la présidence de la République pour gouverner un pays? Il faut avoir une majorité confortable à l'Assemblée nationale, M. Elimi Lobin. Il faut avoir une majorité confortable au Sénat. Il faut avoir les mairies. Il faut avoir les communes, dont les mairies des grandes villes. Alors, et maintenant, les conseils régionaux. C'est de ça dont il s'agit. Tout à l'heure, à quelques minutes du déclenchement de la marche, on a tendu notre micro à M. Abel Zongan, qui est un des leaders de la manifestation de ce 22 septembre 2020. Il a dit dans sa déclaration que finalement, l'objectif a été atteint, celui de mobiliser tout le peuple autour de l'appel du 22. Autre chose, il dit, l'objectif n'était pas de renverser forcément les institutions, mais d'interpeller et d'inviter les gouvernants en place à savoir que le Cameroun est l'affaire et la chose gardée de tous. C'est un menteur. Vous pouvez pas le dire, je le dis. C'est un menteur. Et il est temps d'ailleurs de ne plus ménager. Vous d'ailleurs, vous savez que je ne suis pas un adepte du politiquement correct. C'est un menteur. Tout simplement parce que, premièrement, ils nous ont habitués qu'ils disent une chose. Quand ils voient que ce qu'ils ont dit est insensé, ils commencent à dire non, c'est pas ce qu'on a dit, on a voulu dire que. Ce qu'ils ont dit est publié. Vous voyez, le peu de considération qu'ils ont pour vous, Moutoum, ils oublient que vous pouvez garder ce qu'ils ont dit. Et c'est ça, Maurice Kamto. Il fait des interviews à la CRTV. Il dit que Paul Biya est un homme d'État. Il oublie qu'on a gardé ça. Il publie dans les réseaux sociaux. Il dit, si le président convoque le corps électoral, je vais mobiliser pour l'enlever. Zonga vient dire que c'était pour qu'on comprenne que. Il oublie que Moutoumé a gardé ça. Il oublie que les journalistes de bonne foi partout ont gardé ça. Et qu'on peut lui opposer ça à tout moment. Ils ont la liberté de dire une chose et son contraire. Tellement ils ont du mépris pour le peuple. Zonga peut mobiliser qui? Qui au Cameroun Zonga peut mobiliser? Zonga est une créature de Paul Biya et de Aïdjo. C'est sous le parti unique, même pas d'Aïdjo. Il n'était rien de Aïdjo. C'est sous le parti unique RDPC que Zonga est devenu député. C'est Paul Biya qui a fait de lui le député. Et quand Paul Biya n'a plus voulu faire de lui le député, il ne l'est pas devenu. Il a créé un parti politique. Il n'a jamais siégé dans une réunion de son parti. Là n'est pas la question. C'est la capacité de mobilisation. Oui. C'est ce que ça prouve.
Pour créer un parti, vous n'avez jamais mis un congrès, rien. Et vous avez sorti des mains. Quoi que vous allez appeler les gens pour renverser pour lui. J'ai des choses plus importantes à dire que de me balader sur les histoires des Ongas, etc. J'ai gardé 3-4 articles du code pénal à notre auditoire, nos téléspectateurs, et un article de la Constitution. Vous savez, M. Mtomé, combien de missions le Premier ministre a? C'est défini par la Constitution. Il n'a que 2 missions. Il n'y a pas 36 missions. Première, le Premier ministre est le chef du gouvernement et dirige l'action de celui-ci. Il dirige le gouvernement. Première mission. Deuxième mission, il est chargé de l'exécution de loi. C'est ça, sa mission. Il faut que les gens comprennent ça. Exécuter les lois. Si la loi dit que tu ne dois pas manifester si l'objet de ta manifestation compromet l'ordre public, le Premier ministre va faire appliquer cette loi. Même si tu ne veux pas. Même si tes amis qui sont en France vont venir faire des procès ici, le Premier ministre, s'il ne fait pas appliquer cette loi-ci, le Parlement vote une motion de censure contre lui et il tombe. S'il fait appliquer la loi-ci, le Parlement ne votera pas de motion de censure. La presse, les boutons vont ergoter et puis ça va s'arrêter. Deuxième chose, le code pénal a dit un certain nombre de choses. Il faut que les gens écoutent. La sécession est punie de l'emprisonnement à vie. Celui en temps de paix qui entreprend par quelque moyen que ce soit de porter atteinte à l'intégrité du territoire. Mtomé, ce n'est pas relatif. Chacun n'est pas libre d'entendre ça comme il veut. Chacun ne peut pas faire une exégèse de cette disposition comme bon il le sait. La guerre civile est punie de mort celui qui excite à la guerre civile en armant ou en poussant les habitants à s'armer les uns contre les autres. La révolution, hein, les 10 mots, comme vous dites que vous êtes révolutionnaire, est puni d'un emprisonnement à vie celui qui tente par la violence soit de modifier les lois constitutionnelles, soit de renverser les autorités état politiques instituées par les dites lois et de les mettre dans l'impossibilité d'exercer leur pouvoir. En réalité, ce que Maurice Kamto voulait faire, c'est la révolution. Il voulait renverser les institutions. Il a dit ça, non? Il a fait partir. Donc, renverser les institutions. Empêcher le président d'exercer sa mission. Ce n'est pas une opinion politique. C'est un crime. L'un des plus lourdement punis. Les gens ne doivent pas venir sur ce plateau-ci ergoter pour dire qu'il a donné une opinion. Je ne peux pas dire que si Mtomé arrive dans cette salle, je vais le tuer et on dit que je suis en train de donner une opinion. Quand vous voyez cette disposition, vous comprenez que si vous appelez le peuple à venir par la violence modifier les lois constitutionnelles pour renverser les autorités politiques instituées par les dites lois. Le président Biya est président par la loi. C'est la loi qui le met là. Ce n'est pas Kamto qui l'a mis là, c'est la loi. Kamto s'il dit que il veut enlever le président qui est là par la loi, eh bien, il faut se poser la question de savoir est-ce que ça plaît au peuple d'entendre ça. Alors, laisse-moi terminer avec un petit bout. Vraiment un petit bout. Quand Nietzsche prend le pain du chef de l'État, il monte sur le pain du chef, il piétine. La télévision le montre en train d'offenser, en train de blesser les coutumes, qui demandent des choses simples. Le respect,
à l'autorité de ce niveau-là. Oui, tu peux prendre le pain du chef de son village. Et il monte sur le pays. Et vous croyez qu'un homme comme ça peut appeler les gens à une mobilisation et les gens sont... On a vu qu'on récidive avec notre appel. Je pense qu'ils sont intelligents, les stratèges du MRC doivent s'asseoir et tirer les leçons de cet échec cuisant, ceux qui ne les empêchent d'envisager d'organiser une autre marche et éventuellement de mieux la penser. Mais je serai toujours du côté de ceux qui vont les combattre, qui s'attendent à cela. On peut leur proposer une chose, on peut les combattre après. On dit ce qu'ils doivent faire, mais je dis que tout ce qu'ils veulent faire dans ce sens est a priori mauvais. D'abord parce que M. Kamto est responsable de la présence de M. Biya au pouvoir. Si M. Kamto s'était battu avec nous en 2008 pour qu'on ne révise pas la Constitution, en 2011, le président Biya serait parti, sans que cela ne fasse aucun bruit. M. Kamto fait partie de ceux qui ont empêché la mobilisation de l'opposition pour qu'on ne révise pas la Constitution. Je suis de ceux qui travaillent pour qu'on le punisse pour cela. Et qu'on n'écoute rien de tout ce qu'il peut dire. M. Kamto a été un acteur de la consolidation du régime du président Biya. 30 secondes avec. Il ne peut pas être celui qui nous dit comment le défaire. On n'en a pas besoin. Ce que je veux dire, c'est de féliciter les forces, le peuple du changement, qui nous a écoutés. Je fais partie de ceux qui anissaient aussi, et bien d'autres, félicite beaucoup le Manidem pour cette prise de position pertinente. Monsieur Mtoumé, regardez-moi et à travers que le peuple nous comprenne. Il n'y a jamais question dans ce pays, tant que je suis vivant. Peut-être si je meurs, les gens viendront parler à ma place. S'il vous plaît, je suis encore là. Que quelqu'un gagne l'élection. Tout le monde vous voit comment vous êtes en train d'aller perdre l'élection. On vous dit que vous êtes faible, unissez-vous, vous refusez. Paul Biya gagne l'élection, vous venez dire qu'on l'enlève. On ne va pas l'enlever. Merci beaucoup à vous. Il va rester là. Je vais être pour le protéger. Vous allez jusqu'à la nuit. Merci beaucoup à en 2025, on se regardera dans les yeux. Merci à vous. Et si vous recommencez encore à ne pas vous unir, Paul Biya gagnera encore l'élection en 2025. Vous allez le boire jusqu'en 2032. Merci. Et si en 2032, vous reprenez encore avec vos nyama parti politique de village, Paul Biya sera encore là jusqu'en 2037. Pour cette autre contribution. Le peuple a tourné le dos aux incessants appels à l'insurrection lancés par Maurice Kamto à la veille de la convocation du corps électoral en vue des régionales du 6 décembre 2020. Il importe de préciser que le MRC est un petit parti politique de l'opposition, qui ne compte ni député parmi les 180 élus à l'Assemblée nationale, ni sénateur parmi les 100. Et encore moins de conseillers municipaux dans les 360 mairies du pays. Ici, Jean-Philippe, pour Universal News Télé. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.